bonsoir à toutes et à tous, que vous soyez là présents ou en ligne. On est content de vous recevoir pour ces nouvelles rencontres qui sont sur la thématique en animation, les voix et le bruitage au service de la narration. Donc en parallèle de notre programmation dédiée à l'animation ou la voix numérique, on a décidé de mettre ça en place en compagnie de Benoît, avec les interventions donc, de Claire André, bruiteuse. Coucou. Bonjour, c'est moi. Véronique Augereau. Coucou. Bonsoir. Philippe Pétieux, comédien et comédienne, et notamment les voix françaises du couple Simpson. Oh, c'était un secret. Bien gardé. Alors, avant d'échanger ensemble, je voulais faire un tout petit retour en arrière, histoire de ne pas forcément parler trop longtemps de l'histoire du cinéma, mais de faire un petit clin d'œil sur quelques dates clés. 1917, c'est peu connu. C'est le tout premier long métrage d'animation de l'histoire du cinéma qui voit le jour en Argentine, sous la patte de Quirino Cristiani. El Apostol est une satire politique de 70 minutes, muet en noir et blanc, réalisée avec des marionnettes en papier découpé. 1927, c'est plus connu. Le cinéma devient sonore avec le chanteur de jazz, et côté animation, Disney fait siffler Mickey à bord de son petit bateau à vapeur. Je pense que vous avez tous en tête l'image. 1937, j'invente pas les dates, c'est vraiment des sets à chaque fois. C'est le premier long métrage animation en technicolor et parlant qui voit le jour. Blanche-Neige et les 7 nains. C'est pas ma princesse préférée, mais c'est comme ça. Encore un Disney. Et depuis, je me rends bien compte que, je pense que c'est le cas, aussi, votre cas aussi, que le son a une importance, une place importante dans l'univers du film d'animation. Et donc ce soir, l'idée, c'est de parcourir un peu les différentes étapes de création, voir avec nos interventions comment se procède pour fabriquer des voix, fabriquer du bruit. Et après, on va sans doute un peu explorer et découvrir les évolutions technologiques qui ont sans doute amené à changer vos métiers, et peut-être même plus que vos métiers. Et donc, en parlant de métiers, moi, j'aimerais bien que chacun et chacune se présente. Donc, peut-être on va commencer par l'ordre alphabétique. Claire André. Du coup, moi, je suis bruiteuse. Donc, mon métier, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, donc, c'est de faire des bruits. Alors, pas que pour l'animation, pour le cinéma, pour les séries, pour toutes sortes d'objets audiovisuels. Et donc, on va faire des bruits, mais pas n'importe lesquels. On va faire tout ce qui se rapporte un peu aux personnages, au mouvement des personnages. On va créer avec des objets, je vous montrerai tout à l'heure un petit peu, on va créer avec des objets les bruits que les personnages à l'écran font. Donc, par exemple, si un personnage marche, je vais faire le bruit de ses pas. S'il pose un verre sur une table, je vais faire le bruit du verre sur la table, etc. Histoire de lui donner de la vie et du corps. Voilà, en gros. Très bien résumé. À votre tour. Véronique Augereau, comédienne. Depuis l'âge de 5 ans, je pense que je vais être comédienne. Donc, venant de province, j'ai voulu participer à des cours de théâtre, mais il n'y en avait pas encore à l'époque. Il n'y avait pas de conservatoire. Donc, j'ai suivi des cours de poésie et de diction. Et lors d'un concours de fin d'année, il y a le professeur du conservatoire de théâtre de Rouen qui était présent et qui m'a dit « Alors, oui, tes parents m'ont dit que tu avais un petit pied-à-terre à Paris, mais alors, t'oublies, tu viens à Rouen, tu vas faire ton b.a.-ba en théâtre à Rouen. Après, tu pourras venir... un petit peu travailler dans la capitale ou au moins prendre d'autres cours. Mais avant tout, viens faire tes bases à Rouen, ce que j'ai fait pendant 2 ans. J'ai eu un prix, j'ai pu jouer là-bas, à Rouen. Après, je suis venue à Paris. J'avais repris des cours au cours Florent, à l'époque, qui était dans l'île Saint-Louis. C'était vraiment, il y avait 2 salles, pas plus, pour travailler. On répétait sur les quais d'ailleurs. Et puis j'ai passé les concours. Alors il y avait 2 concours à l'époque. C'était à la fois le conservatoire et la rue Blanche, ce qu'on appelait la rue Blanche, l'ENSAT. J'ai été prise à l'ENSAT à Paris. Et cette école, après, s'est déplacée à Lyon il y a quelques années. Maintenant, en France, il y a donc l'ENSAT, le TNS, beaucoup aussi. Et le Conservatoire de Paris, c'est vraiment les 3 écoles les plus importantes. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai fait partie d'une troupe de théâtre où j'ai rencontré
une comédienne qui était la fille de Raymond Souplex, ça ne nous rajeunit pas. C'est Perrette Souplex qui avait une émission de radio dans les radios libres à l'époque, dans les années 83-84. Et j'ai assisté à une émission de radio avec elle. Voilà, j'ai eu mon émission, puis après on m'a dit mais tu pourrais peut-être faire du doublage avec la voix que tu as, et voilà. Et au fil de voilà, sans oublier le théâtre parce que bien évidemment c'est la source du métier pour nous. Voilà. Oui, moi je suis Philippe Pétieux, je suis comédien et donc je vais peut-être faire un peu plus court sur le parcours. Ah bah, le mien est plus chaotique. Oui, il est chaotique. Non, c'est pas ça. C'est que moi j'ai exercé plusieurs métiers. J'ai fait ce beau métier d'enseignant. Et ce qui me permettait de faire du théâtre en amateur. C'était les années 70, c'était les années assez festives. Et puis, voilà, donc moi, j'ai commencé en fait le théâtre par le théâtre de rue. J'ai craché le feu, j'ai jonglé, je faisais de la fanfare, on faisait la manche dans la rue, voilà. Et puis après, donc tout ça en étant prof et un petit peu comédien amateur. Et au bout d'un moment, s'est posé la question. Je me suis dit bon, tu peux pas être à la fois à moitié prof et puis moitié comédien, donc il faut faire les choses il faut choisir. Et donc j'ai choisi le métier de comédien. Et donc là, j'ai repris des études à Paris 8, à département théâtre. J'étais jusqu'à la maîtrise. Et puis, voilà. Et puis, j'ai rencontré des belles personnes, notamment Alain Knapp, Augusto Boal, le théâtre de l'opprimé. Donc, j'ai travaillé avec ces gens-là. Le début de la cartoucherie à l'époque, avec Ariane Mouchkine. Et puis, le théâtre de l'Aquarium. Voilà, donc, et puis est arrivé le doublage. C'est vrai que le doublage, c'est une activité, une spécialité pour les comédiens. On fait de la radio, on fait plein de choses, on fait de la pub, avec la voix, on peut faire énormément de choses. Et le doublage est arrivé en 84. J'ai fait le premier stage de doublage qui était initié pour la profession, stage professionnel, et puis ça a plutôt pas mal marché pour moi à ce moment-là. C'était les années 84, et puis le casting des Simpsons est arrivé en 89. Et puis voilà, après on peut rentrer dans les détails, mais voilà un petit peu mon parcours. Voilà. Claire, vu qu'ils nous ont fait leur parcours et que maintenant on sait un peu plus comment on peut devenir comédien de doublage, comment on fait pour devenir bruiteuse ? Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas du tout d'école de bruitage. On est un peu comme les artisans, on est apprenti d'un bruiteur pendant quelques années avant d'être bruiteur solo. Et c'est vraiment un métier de transmission de personne à personne. Et du coup, j'ai eu la chance de trouver un bruiteur qui m'a formée, et particulièrement sur l'animation. Et voilà. Comment très artisanal, du coup. C'est très artisanal, et on est très peu en France. On est une trentaine à peu près. Donc, d'où le nom école pour se former. Et pour devenir bruiteur, il faut s'accrocher un petit peu. Les places sont rares. C'est un peu, du coup, c'est du mentorat. Vous trouvez quelqu'un et oui, c'est on ça. vous accompagne. On trouve vraiment un bruiteur qui nous forme pour prendre la suite un peu. Est-ce que les places sont rares dans le doublage ? Non. Le doublage a pris... au départ, il y avait très peu de comédiens qui faisaient du doublage dans les années 60. Et, les films sortaient en version française, mais le doublage, il y avait peut-être 300, 400 comédiens qui travaillaient au théâtre, qui travaillaient au cinéma, et ils n'arrêtaient pas de travailler, en fait. Et il y a eu la chaîne La 5 qui est arrivée en 85, 86, ce qu'on appelait la chaîne un petit peu paillette, qui était la chaîne Berlusconi. C'était Mitterrand qui avait voulu cette chaîne. Et donc, il y avait des packages de programmes américains. Il fallait des programmes pour nourrir la chaîne, parce qu'elle arrivait, elle était voilà. Et donc, là, le doublage,
s'est élargi, c'est-à-dire qu'il fallait des voix nouvelles, il fallait plus de comédiens qui fassent du doublage pour pouvoir doubler ces packages de séries qui étaient diffusés sur la 5. Moi, je me souviens, j'ai démarré sur une série qui c'était La Loi de Los Angeles, où je doublais Corbin Bernsen, j'avais fait un essai, et que je double tout le temps. J'ai doublé aussi la série MASH avec Alan Alda. Et donc là, le doublage a pris de l'essor, et puis dernièrement, avec l'arrivée des plateformes, Netflix, Amazon, Apple et tout ça. Et là, il y a eu vraiment un gros volume de travail d'un seul coup. Et là, le métier, c'est encore ouvert. Voilà. Et donc, il y a beaucoup plus de gens maintenant qui travaillent dans le doublage qu'à notre époque, qu'à mon époque. Alors, je ne sais pas si en doublage, c'est par secteur comme ça. Toi, tu t'occupes beaucoup d'animation, surtout. Moi, je fais beaucoup de séries d'animation, oui. Est-ce que c'est déjà à partir d'un produit fini, enfin au niveau animation, tu travailles sur un produit déjà? Ouais. Alors, ça arrive qu'on travaille sur animatique. Donc, animatique, c'est vraiment un peu comme un storyboard, si vous avez vu là-haut, mais c'est animé très basiquement à partir d'un storyboard. Ça m'arrive de bruiter ce genre de choses-là pour qu'ils puissent vendre la série derrière, en festival notamment. Mais normalement, on travaille sur image finie. Il faut que l'animation soit finie pour qu'on puisse travailler correctement. Sinon, on fait les sons dans le vide. Et ça, Moi, j'ai connu cet univers magique parce que c'est vraiment, on en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est de la magie, le bruitage. Et je l'avais connu à l'époque. Radio France faisait beaucoup de pièces radiophoniques. Oui, mais ils en font encore. Et le bruitage en direct. Oui. Ah, voilà. Et ça m'avait... C'est assez méconnu, mais ça se fait encore. C'était fascinant. Bouger des cloisons, un bruitage pour le pied. Enfin, voilà, on change de pièce. Oui, c'est assez passionnant. Enfin, je pense que vous aurez plus en direct, du coup, c'était ça. Et c'est vrai, moi, c'était en direct. Je me souviens d'une fiction radio à Radio France. Et on sortait du studio. Mon personnage était au restaurant avec sa femme. Et il y avait toute une ambiance sonore. Le restaurant, il y avait beaucoup de monde. La salle était pleine. Et on était là, texte en main. Donc, on se donnait la réplique. Et il y avait le bruiteur qui était là. Alors, il tapait dans mon verre. Et puis, il me donnait du pain pour que je puisse manger en même temps que je dise le texte. Et voilà, tout ça, c'était... Mais il y avait une matière vraiment vivante, quoi. Et il y avait ce son qui était vraiment le son naturel, l'ambiance du restaurant. Mais il y avait ces bruiteurs qui s'agitaient devant moi. C'était impressionnant. Et tout ça était bien calé. C'était formidable. Vous en avez fait, vous, de la fiction radio en direct? J'ai jamais fait de fiction en direct, mais j'ai fait des ciné-concerts. Donc, normalement, il n'y a qu'un orchestre qui joue en direct sur les films. Et là, c'était sur des courts-métrages Disney. Il y avait et l'orchestre, et on était deux bruiteurs à bruiter en direct les courts-métrages. C'était, je pense que je passerai mon temps à vous regarder et je ne regarderai plus l'écran, en fait. Alors, on était un peu dans le noir, on ne voyait pas tellement. Mais ouais, c'était vraiment très sympa à faire. Et puis, ça décale vraiment avec ce que je fais d'habitude. Donc, c'était chouette. Du coup, j'ai l'impression que vous n'intervenez pas au même moment dans une étape de création. Ça dépend. Enfin, à part les pièces radiophoniques. Donc, oui, si ça se il y a les voix de création qui arrivent en début de projet. Par contre, le doublage de série, généralement, ils travaillent un peu en même temps que les bruiteurs, à quelques jours ou semaines de décalage, mais on arrive à peu près au même moment. Ouais. Oui, donc en fait, c'est ça, c'est le doublage et la création de voix, ce sont bien deux choses différentes dans lesquelles vous avez aussi travaillé. Oui, voilà. Non, c'est deux choses complètement différentes. En doublage, eh bien, le produit, il est fini. Et puis, il s'agit de passer d'une culture à une autre. C'est-à-dire, en général, on a beaucoup de programmes américains ou britanniques, anglo-saxons, et on fait des versions françaises. Et en création de voix, là, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on est les premiers intervenants. On a le script, on a les dialogues, et on est les premiers intervenants. C'est-à-dire qu'on va jouer le dialogue, et à partir de là, l'animation va se faire après qu'on ait créé les voix des personnages. Et donc, le travail d'animation, il va mettre un temps fou, alors que nous, on va travailler peut-être d'une façon plus courte, plus brève, quoi. Voilà, donc c'est deux approches complètement différentes. Un film d'animation, pour le créer, c'est minimum 5 ans. Ouais. Voilà, c'est énorme.
Et le doublage, C'est que des passionnés. a priori, ça vous prend combien de temps à peu près? Sur un épisode, Je sais pas, C'est par des exemple sur un film Simpsons d'animation qui Ah, prend c'est- 5 ans, est-ce que vous savez à peu près combien de temps vous... ah bah, tu peux prendre une journée ou une bah, demi-journée, ça dépend du rôle, Mais en général, le doublage, mais, par exemple, sur des produits Disney, sur des gros blockbusters, le doublage, il peut durer une quinzaine de jours. Il peut s'étaler sur 2 semaines, voire 3 semaines, s'il y a des chansons, etc. Donc, c'est un Oui, c'est travail autre qui est assez précis, assez minutieux. Et puis maintenant, avec la technique, on ne peut plus enregistrer ensemble. C'est-à-dire qu'on on enregistre séparément pour des questions de son. Il ne faut pas que le son se superpose, etc. Il y a des prises de son qui sont très, très précises. Et donc, ça prend un peu plus de temps. Et on prend le temps de faire les choses. Pour un long métrage, un blockbuster, ça peut aller oui, c'est jusqu'à 3 semaines. 10-15 jours. 10-15 en jours, gros. quoi. Voilà. Et pour bruiter un film d'animation? Alors c'est pareil, ça Bon, dépend ça- beaucoup de l'objet à bruiter. Un long métrage, on va dire français, assez simple, une comédie française très simple, ça va être 5-6 jours. Par contre, un long métrage d'animation, ce sera au moins 3 semaines. Et un film d'époque, genre, je sais pas, Le Comte de Monte-Cristo, c'était au moins 3 ou 4 semaines. Ça dépend vraiment de ce qu'il y a dans le film. Et si c'est de la vue réelle ou de l'animation. Ça joue beaucoup aussi. J'ai vu dans un documentaire qu'on avait retrouvé sur YouTube, c'était grâce à Robert, merci Robert, que vous parliez, non, c'était sur le doublage, et vous parliez de ce qui avait changé, et vous disiez qu'il y avait de moins en moins de temps alloué au doublage. C'est quelque chose qui se vérifie? Et pour le bruitage aussi, est-ce que c'est... Oui. Ouais. Bah, doublage, je sais pas, mais c'est vrai que bruitage, pour Bah. des questions économiques, on nous enlève pas mal de temps. Bah, c'est-à-dire que la technique a tellement évolué et vite que, bien sûr, on a beaucoup moins de temps. Avant, on en parlait avant l'émission, avant d'entrer ici. C'est vrai que on parle beaucoup de boucles quand on enregistre, quand on fait du doublage. Mais qu'est-ce que c'est qu'une boucle? En fait, c'est un texte qui était écrit sous l'écran, sur une bande rythmo. Et il y avait ce qu'on appelle un recorder qui était en cabine et qui accrochait la bande rythmo. Et c'était une séquence, donc une boucle, une scène qui passait en boucle. Voilà, toujours comme ça. Donc si on se plantait, en fait, ça revenait jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc ça prenait énormément de temps. Voilà. Alors on a gardé ce terme de boucle. À l'heure actuelle encore, on parle toujours de boucle, de petites séquences. Là, on verra ça plus tard. Et maintenant, avec la technologie nouvelle, on appuie sur un bouton, on va directement au rôle. Oui. Donc forcément, c'est un gain de temps. Et c'est vrai gain de temps. qu'au départ, les boucles, on travaillait sur des supports. Pour la bande rythmo, c'était un celluloïde, et puis c'était de la pellicule. Moi, quand on a démarré le doublage, nous, les séries, elles étaient en 16 mm. Et puis après, les longs métrages, c'était en 35 mm. Donc il y avait des recorders, des techniciens qui travaillaient en cabine, ce que disait Véronique. Et puis après, il y a eu la vidéo qui est arrivée. Donc la vidéo nous a imposé des contraintes un petit peu plus serrées parce que ça allait un peu plus vite. Là, il y avait plus de techniciens en cabine pour décharger les bandes rythmo et la pellicule. Donc là, on appuyait sur un bouton et il y avait la vidéo. Alors la vidéo, ça prenait du temps aussi parce que par exemple pour un épisode de 50 minutes, pour démarrer en vidéo du premier pour aller du début jusqu'à la fin, ça prenait à peu près 8 minutes. Il ne fallait pas aller trop vite, sinon ça décrochait ou il y a des problèmes techniques. Et puis après, on est passé au numérique. Et le numérique, maintenant, c'est vraiment instantané. On appuie sur un bouton, on va à la 52e minute, on peut revenir au début de l'épisode, etc. Donc, on travaille beaucoup plus vite. Mais est-ce Voilà. que ça n'arrive pas avec, du coup, un espèce de lot de pression de... Maintenant qu'on peut faire plus vite, allons toujours plus vite. Être performant. Ouais, mais Alors ça se Et du coup, discute. comme hein. Claire en Oui. parlait, des contraintes Oui. économiques Oui. qui arrivent derrière. Oui, après, on peut quand même pas aller Non. toujours plus vite. Non, Il y a un bien sûr, moment, évidemment. Bien évidemment. Mais- Alors, non, il y a- moi, je pense que déjà au niveau concentration, on y gagne beaucoup. Mm. Maintenant, on y perd en convivialité, parce qu'on n'a plus le temps de papoter avec les copains-copines. Mais je pense qu'on ne fait pas du plus
mauvais travail, voilà, parce que ça va vite, quoi. Non, on a appris à travailler plus vite, quoi, c'est tout. Et à se concentrer beaucoup plus vite. Mm. Et on n'est pas arrivé encore à cette limite où, du coup, la pression de la vitesse, comme on peut voir notamment dans les sociétés d'effets spéciaux, où c'était un vrai sujet, bon, toujours en ce moment, mais aussi depuis quelques années, où le rythme de production est devenu infernal et donc on le voit notamment sur les gros blockbusters où le résultat n'est pas toujours optimum dû au délai. Non, là, je pense que dans nos métiers, je pense qu'il y a quand même des limites où on nous laisse un minimum de temps pour bien faire les choses. Enfin, le but, c'est quand même de rendre le travail le meilleur possible. Oui, voilà. Oui. Ils mettent quand même beaucoup d'argent sur nous. Donc, ils vont pas nous réduire les temps de travail jusqu'à ce que ça soit bâclé. C'est pas... En tout cas, pour l'instant, c'est pas dans l'air du temps. Je faisais juste un petit clin d'œil sur le documentaire dont tu parlais. Donc voilà, si vous voulez le retrouver sur YouTube, c'est ce documentaire-là. Et il y avait une question. Pardon, il y avait une question dans le public. Oui. Ah oui. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, nickel. Alors, ma première question, c'était tout à l'heure, il y avait Philippe qui avait mentionné à propos du doublage classique et le doublage chanté, notamment pour les comédies musicales. Il y avait des épisodes des Simpsons où il y avait des parties plus chantonnées. Il y a des préparations spécifiques? Oui, parce que alors à la fois on est comédien et puis les comédiens ils chantent pas tous, ils sont pas tous chanteurs. Et alors moi j'avais la chance, je sais à peu près chanter, mais je suis pas un chanteur non plus. Mais alors on prend un peu plus de temps pour les chansons, on prend un peu plus de temps et en plus c'est compliqué parce que chanter. On n'est pas chanteur et on chante avec des voix qui sont des voix de composition, des voix de création. Donc, on travaille, on prend beaucoup plus de temps. Et puis, en général, on répète. On m'envoyait les fichiers. On m'envoie à l'époque, c'était des cassettes. On m'envoyait la cassette de façon à ce que je puisse m'entraîner et caler un petit peu le texte à peu près. Mais après, il y a des directeurs artistiques. Il y a des vraies séances chansons. Je pense au film Aladdin. Il y avait des vrais chanteurs et des vraies séances chansons. Et alors, quand les comédiens ne sont pas chanteurs, on essaye de raccorder avec un chanteur sur la voix, de façon à ce qu'on reste dans le même registre, dans le même ton. Mais bon, ça... Alors, pour les Simpsons, particulièrement, les Simpsons ont été le produit de la Fox pendant 30 ans, plus de 30 ans. Plus de 30 ans, oui. Et nous avions le même directeur artistique sur le plateau qui nous guidait, qui nous dirigeait. Et il écrivait aussi à côté des chansons sur des spectacles musicaux. Donc c'est lui qui écrivait les chansons et qui nous dirigeait aussi sur les chansons. Alors c'était de l'à peu près, mais ça allait avec nos personnages. Voilà. Mais c'est lui qui nous prenait vraiment en main. Depuis que c'est passé chez Disney, c'est différent. Ils ont un département chanson chez Disney. Donc, voilà, c'est où c'est pris en compte. Voilà, toi, tu es passé entre les mains de ce département chanson. Oui. Ou alors, je ne sais pas si les filles ont chanté déjà. Oui. Non, mais alors c'est une autre façon de travailler, je dirais, parce que c'est vrai que quand on travaillait avec la Fox, c'est pas grave si on n'était pas juste. On n'est pas Homer Simpson, il n'est pas obligé de chanter juste et le grand-père aussi, mais on restait dans les personnages. Voilà. Alors qu'avec Disney, il faut que ce soit parfait la chanson. Et ils corrigent les notes avec leur machine et tout ça. Là. Bon, mais ça fait presque des voix. On perd la matière vivante, quoi, parce que ça fait presque c'est bien calé, c'est parfait, mais je trouve qu'on y perd en émotion puis en fantaisie. C'est plus formaté, quoi. Ouais, c'est formaté. Absolument. Voilà, c'est absolument formaté. Et puis là, maintenant, on a eu quelques épisodes où il y avait des chansons. Ils les gardent en version originale, ils mettent des sous-titres. Alors peut-être pour des raisons de budget, j'en sais rien, mais voilà, c'est une autre façon de travailler. On a encore une question. Bonjour. Je vais parler concernant le doublage. Du coup, vous avez incarné les voix d'Homer et Marge Simpson, donc des voix iconiques.
Et je voulais vous demander, est-ce que ça vous a porté préjudice par la suite? Dans le sens, c'est quand même des voix assez marquantes. Est-ce que ça vous a peut-être enfermé dans un rôle ou c'est plus compliqué après de refaire du doublage? Je sais pas, je pose une petite question. Merci pour cette question. J'ai eu la chance, moi, enfin, de ne pas être étiquetée Marge Simpson. J'ai la chance d'avoir un panel assez intéressant, je dirais, puisque je travaille quand même pas mal pour Arte. Je fais des documentaires, enfin en narration, j'entends. J'ai la chance de doubler Jamie Lee Curtis, Linda Hamilton, René Russo, enfin une palette quand même de femmes intéressantes et des femmes géniales. Donc je me sens plutôt privilégiée. Et si à la fin d'un documentaire on me dit « Oh, tu peux pas me faire une petite voix là, de Marge ?» Ben oui, je le fais volontiers parce qu'on est quand même connoté Simpson. Mais ça ne m'a pas porté préjudice en ce qui me concerne. Non, moi c'est pareil, ça a pas. Non, je disais, les Simpsons, c'est un peu la belle carte de visite puisque tout le monde connaît. Puis c'est une série. Là, on enregistre la 36e saison, donc voilà. Puis il y en aura peut-être une 37e, j'en sais rien. Mais non, ça nous a pas porté préjudice puisque moi aussi, je double Danny DeVito, je double des tas d'acteurs américains que je retrouve régulièrement. David Morse, là dernièrement. Je parlais de Corbin Bernsen tout à l'heure, Stéphane Rea. Non, alors l'avantage qu'on peut avoir aussi, c'est qu'on n'a pas, je veux dire, on est dans des, moi je suis dans un registre médium et j'ai pas une voix, dire trop marquée, je veux dire trop marquée. Il y a des voix, et je pense à notre ami Patrick Poivet qui est parti, qui doublait Bruce Willis. Lui, on le reconnaissait. Si on le met ici, il faisait pas du, on le reconnaissait. Donc c'est pareil, Alain Dorval aussi, qui doublait Sylvester Stallone. On pouvait pas, c'était difficile de passer à un autre comédien parce qu'il était tellement marqué par ses rôles. Et c'était des voix qu'on reconnaissait tout de suite. Maintenant, nous, je veux dire, non, on voyage un peu plus avec la voix. On peut faire plein de choses très, très variées et c'est ça qui est formidable, quoi. J'ai une question. Je me demandais, est-ce que vos voix du premier épisode des Simpsons, elles sont toujours identiques à celles de maintenant ou vous avez fait évoluer vos personnages à travers Non, ça a évolué parce que au début, comme la série a évolué, comme l'animation a évolué, comme le bruitage et le son design a évolué, parce qu'au début, ils n'avaient pas tellement énormément de budget, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Et puis, le succès de la série a fait qu'il y a eu des budgets, et donc tout a été retravaillé, et même l'animation a été beaucoup plus sophistiquée. Et donc, même nous, au niveau des voix, on a bougé aussi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, la voix d'Homer Simpson, au début, c'était pas le personnage principal de la série, c'était Bart, c'était les enfants. Et je savais que j'avais pas trouvé la voix du personnage, je m'ennuyais un petit peu sur ce personnage, je le trouvais pas très drôle, il était un peu simiesque comme ça, je l'avais pris un peu dans la mâchoire, il parlait comme ça, il raisonnait, quoi. C'est vrai que je me rappelle un peu de cette voix-là. Et donc après, c'était difficile de garder cette voix-là quand il est devenu le personnage principal de la série, parce que en fait, aux États-Unis, il fallait pas que les familles chrétiennes, il fallait pas que les enfants américains s'identifient à Bart Simpson. Hein, c'était un mauvais exemple. Parce qu'il fait du skate. Oui, voilà. Donc après, Matt Groening, le créateur de la série, a développé le personnage de Homer Simpson. Et puis, voyant ce qu'était ce personnage, je ne pouvais plus garder cette voix sérieuse que j'avais trouvée. Et c'était une voix un peu... Elle était dans la mâchoire. Voilà, et donc, je ne pouvais plus garder cette voix-là. Et donc, j'ai rajouté des aigus, pinaise, des choses comme ça. Et ce qui a fait le côté enfantin du personnage et qui a fait le succès aussi de la série. Mais bon, après, c'est un vrai travail de comédien. C'est-à-dire, on a des intuitions, on teste des choses. Voilà, et puis même entre nous, sur le plateau, même au niveau des dialogues, on peut changer les dialogues, alors que au départ, c'est pareil, on avait des superviseurs américains de la Fox qui se déplaçaient à chaque enregistrement. Ils venaient de Los Angeles et on ne pouvait pas changer une virgule, la moindre virgule. Le texte était validé, et il fallait dire le texte. J'en profite pour tous les gens qui nous regardent sur Twitch. Vous pouvez aussi poser des questions sur Twitch, je relayerai.
Et du coup, je rebondis parce qu'en fait, ta question, elle est super bien. Je vais te la retourner. Merci. Est-ce que on double pareil maintenant qu'il y a quelques années? Est-ce qu'on bruite Pardon, est-ce qu'on double c'est pas grave. des formations? Est-ce qu'on bruite pareil maintenant qu'il y a quelques années? Il me semble que votre carrière, vous l'avez commencé aux alentours de 2013. Oui, là. à peu près 2012, ouais. Donc ça fait un peu plus de 10 ans. Oui. Y a-t-il eu évolution, changement dans les pratiques, dans les méthodes? Non, la méthode, elle reste la même. Il n'y a que la technique qui a évolué et qui nous a fait aussi gagner du temps, un peu comme au doublage. Mais la technique de bruitage en tant que telle, ça reste la même. Ça reste très artisanal, c'est toujours des objets et on fait du bruit avec nos objets. Ça change pas. Mais pardon, chaque bruiteur a ses petits trucs quand même, a Oui. ses recettes. Ouais. Hein, parce que voilà, non, c'est vrai qu'il y a différentes manières de créer des pas ou de faire du feu. Ouais, voilà. il y a les petits trucs Ouais. et astuces qui, il y a longtemps, ça se partageait pas du tout. C'était vraiment top secret. Ouais, Chacun ouais. gardait ses secrets bien cachés. Aujourd'hui, on va plus partager nos trucs. Moi, en tout cas, j'ai pas de problème à partager mes trucs et aller s'inspirer des copains. Et puis après, on a quand même chacun notre façon de faire. On développe chacun notre propre façon de bruiter. Tu nous as transmis des photos, je sais pas si tu Oui. veux nous éclairer sur ce que... Oui, du coup, j'avais envoyé des photos un de plateau. plusieurs Ah ouais. auditoriums de bruitage. Je travaille dans des auditoriums. C'est des pièces généralement assez grandes où on a un écran de cinéma. Sur le sol, là, on voit plutôt bien. Il y a plusieurs surfaces différentes. On a des parquets, on a du carrelage, on a la zone pour faire l'extérieur avec de la terre, etc. Je ne sais pas si tu peux passer sur une autre. On a des portes et des fenêtres. Alors ça, c'est une petite pièce où on fait cuisine, salle de bain. Et ça reproduit l'acoustique vraiment particulière des salles de bain. Puis on trouve plein de choses. Alors qu'il y a Là, on a relativement une- peu de carrelage dans cette pièce, alors que dans les cuisines, Oui. salles de bain en général, il y en a, c'est rigolo. Parce qu'il y a beaucoup de meubles. Oui. Il y a des studios qui ont des voitures. Ça peut servir aussi pour le doublage. On enregistre souvent portières, puis on enregistre souvent des voix aussi dedans. Mais tout ce qui est portière, manip de volant, tout ça. Oui. Alors là, c'est un peu de bric-à-brac. Donc je vous disais, on bruite avec des objets. Qui dit objet dit rangement. Et chaque bruiteur, on a tous des dizaines de valises remplies de tout et n'importe quoi. Là, j'ai ramené quelques trucs, je vous montrerai après, mais ça va. Voilà, là, on voit des paniers en osier, on a des jouets, des instruments de musique, des choses en bois, de la vaisselle, vraiment de tout ce que vous pouvez imaginer, rangé dans des valises. Bon, là, ça fait un peu. Ça va, l'espace de stockage comment vous... Moi, ça va. J'ai pas tant d'affaires que ça. J'arrive à contenir ça dans une pièce de mon sous-sol. J'ai certains de mes collègues qui louent des box pour pouvoir ranger ça proprement. Alors là, cette photo, c'est juste pour vous montrer les chaussures qui sont dans le fond, là. Un peu comme les sols, on a besoin d'un peu toutes les paires de chaussures qui existent, de différents talons, chaussures de ville, chaussures de ski, claquettes, chaussures de foot, n'importe quoi pour correspondre à ce qu'on voit à l'image. Donc on a des tas et des tas et des tas de paires de chaussures différentes. Et puis je sais pas s'il y a 2-3 autres photos. Oh oui, ça c'était un petit exemple de ce qu'on utilise un peu en bruitage animation. Donc on a pas mal de trucs, des grelots, des pouettes, des choses qui grincent. Vu qu'on parlait d'animation, je me suis dit que ça représente bien un peu ce qu'on utilise en animation. On disait que c'était magique tout à l'heure parce que dans une vidéo, j'ai vu que pour faire du feu, tu utilises un balai. Alors, en vrai, c'est le monteur son qui fait le bruit du feu aujourd'hui. Oui. Mais fut une époque, le bruiteur pouvait faire du feu avec un balai en paille comme ça qu'on va presser entre les doigts. Ça imite plutôt bien le bruit du feu. Et quand on voit pas l'objet, on y croit. J'ai une question qui va peut-être vous paraître très bête. Il n'y a pas de question bête. Je sais. C'est pour ça que je la pose. Je fais un film. Je dois faire un bruitage de portière de voiture. Je fais le bruitage de portière de voiture. Oui. Qu'est-ce qui m'empêche, quand je fais un film suivant, d'utiliser le même bruitage ? Je veux dire, en fait, pourquoi recréer à chaque fois ? En fait, le principe du bruitage par rapport à du montage son, c'est qu'on va faire vraiment du sur-mesure sur l'image.
C'est exactement comme les voix de comédiens. On va vraiment interpréter l'image pour faire le son qui correspond. Si un personnage claque la porte de voiture énervé, il va pas la faire de la même façon que s'il la claque très calme. Donc si dans un film, je fais une portière de voiture calme et que le film d'après, il est en colère, bah, ça marchera pas. Alors, il y a des contre-exemples, mais en gros, c'est ça, c'est qu'on interprète chaque film, chaque image, et vu qu'il n'y a jamais la même image, bah, logiquement, il n'y a jamais le même bruitage. Donc, vous n'êtes pas menacé par les banques de sons qu'il y a sur Internet. Un petit peu quand petit peu quand même. même. Mais oui, bah, par exemple, en série d'animation, il y a très peu de séries françaises qui sont bruitées. C'est quasiment tout fait en montage son. Maintenant, il y a quand même des prods qui se rendent compte de la richesse que ça apporte de faire du bruitage, en plus, du petit truc en plus qu'on peut apporter en bruitage. Donc, on continue à avoir du travail. On ne peut pas totalement nous remplacer par des banques de sons. Ah, il va falloir attendre le micro arrive. pour que tout le monde puisse vous entendre. Je voulais savoir dans quel cas vous allez plutôt choisir d'utiliser un balai pour imiter le son du feu, par exemple, et dans quel autre cas vous allez vraiment faire un feu ou vraiment claquer une portière de voiture. Il n'est pas conseillé de faire du feu en studio pour des raisons évidentes de sécurité. Le bruitage, c'est vraiment un peu un art du détournement d'objets. On utilise très rarement les vrais objets. Parce que les chaussures, par exemple. Oui, alors là, les chaussures, oui, il n'y a pas de détournement. Si, je peux faire des grincements avec mes chaussures. Mais il y a plein de choses, il y a plein d'objets de la vie réelle qui ne font pas de bruit ou qui font un bruit inintéressant pour le cinéma. Et du coup, pour exagérer ces sons-là, on va trouver un autre objet qui va reproduire le son qu'on veut, mais d'une autre façon. Et d'une façon qui va faire croire aux téléspectateurs aux spectateurs tout court, que ce qu'ils voient est le vrai son de l'image. Mais après, ça dépend vraiment. Il y a des tas et des tas d'exemples. Ça dépend vraiment de ce qu'il faut faire. Il y a des images où on peut clairement pas utiliser le vrai objet, puis d'autres où on peut, mais c'est pas intéressant. Et puis des fois, on utilise le vrai objet. Ça dépend vraiment. J'ai l'impression que tu as une mémoire sonore qui doit être extrêmement importante. Oui. Et comment tu fais pour te rappeler de tout, de dire bon tel objet il va faire ce genre de son là, alors que l'autre il sera plus aigu. Est-ce que tu enregistres? Qu'est-ce que tu réécoutes? Non, je n'enregistre pas. C'est un peu comme tous les métiers, c'est l'habitude. On apprend au fur et à mesure. Oui, il faut en bruitage qu'on ait une bonne, banque de sons. Je ne trouve plus le mot. Mémoire de son, merci, des sons qui existent dans la vraie vie. On doit savoir que telle chose fait tel bruit. Et après, j'ai une très bonne mémoire des sons que font mes objets. Je sais exactement que tel objet fait tel son dans telle valise. Faut vraiment être bien calé dans sa tête pour ça. Mais ça se travaille. C'est vraiment de la répétition. C'est presque une partition. Comme un musicien, oui, comme un musicien qui connaît des tas et des tas de partitions par cœur. C'est vraiment la même chose. Et tu es toujours à l'écoute au quotidien, oui, pour découvrir. Des fois, il y a des sons très intéressants dans la rue, je m'arrête et j'écoute. C'est passionnant. Est-ce que vous enregistrez aussi? Non. Non, jamais. Ça m'est arrivé, j'ai un enregistreur et il y a un moment où j'enregistrais beaucoup de choses dans beaucoup d'ambiance. Si on vous demande de bruiter un oiseau? Alors, je ne ferai pas le son, le cuit-cuit, mais je peux le faire voler, je peux faire les ailes. Ok. Et alors, du coup, pour le cuit-cuit, comment on fait? Alors ça, c'est de la banque de sons. C'est de la banque de sons? Oui. Il y a des gens qui vont enregistrer des sons de tout et n'importe quoi à l'extérieur et qui forment des banques de sons d'oiseaux, de sons d'éléphants, de ce que vous voulez, des sons de forêt amazonienne. Et les monteurs sons utilisent ces sons-là. Oui, du coup, c'est deux métiers différents. Oui. Okay. Il y a encore une question. Petite question anecdote, c'est quoi l'objet le plus insolite que vous avez utilisé pour faire un bruitage? On me l'a posé il n'y a pas longtemps et j'ai pas su répondre. Ah pardon, excusez-moi. Non, il y en a pas mal. Un objet insolite, pour faire les bruits de glace. Imaginons qu'il y a un personnage qui marche sur un lac gelé et la glace doit un peu craquer. Pour faire le bruit de la glace, je vais prendre du verre sécurité. C'est les verres d'abribus
Quand ils sont cassés, je les casse pas moi-même. Quand ils sont cassés, je ramasse ce verre-là et en pressant ce verre avec des protections, ça imite vachement bien le son de la glace qui craque. Voilà, par exemple. Donc, rien à voir. Je prends pas de glaçon, je prends du verre. Du coup, vous êtes allé chercher la glace dans l'abribus du quartier? Plusieurs fois, oui. D'accord. Quand je passe devant un abribus cassé, je ramasse. Non, mais blague à part, du coup, il y a un peu un côté collectionneur, collectionneuse. Tout à l'heure, j'ai trouvé des beaux coussins en cuir dans la rue et je les ai ramenés chez moi. Okay. Mon mari le sait pas encore. Et une question en bas. Je me demande si, en tant que bruiteur, vous travaillez toujours en collaboration avec un monteur son. Il y a toujours un monteur son, oui. L'inverse n'est pas correct. Enfin, des fois, il y a des monteurs son et pas de bruiteurs, mais il y a toujours un monteur son derrière un bruiteur. Ok, merci. C'est tout. Et une question après là-haut. Moi, je suis très intéressée de connaître en fait votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené à ce métier? Quel type d'études on doit suivre quand on veut faire ce type de métier, notamment le bruitage? Enfin, c'est passionnant, mais comment on arrive à devenir bruiteur? J'en ai parlé un tout petit peu. Pardon, j'arrive en retard. C'est pas grave, je vais répéter. Non, je disais, il n'y a pas d'école du tout de bruitage. On est formé par un autre bruiteur. Et alors, mon parcours à moi, je voulais faire de la musique. Mes parents ne voulaient pas du tout. Et du coup, ma mère m'a trouvé un BTS audiovisuel en son. Donc, je me suis dit, très bien. Juste avant de l'intégrer, je suis tombée sur un making-of d'un film d'animation. Et il y avait le sound designer, qui est un monteur son, mais plus, qui parlait de son travail sur l'animation et qui expliquait qu'en animation, on part vraiment d'une feuille blanche. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de musique, il n'y a absolument rien, il n'y a pas de tournage, et que du coup tout est à recréer, enfin tout est à créer tout court, et ça m'a interpellée. Je me suis dit que c'était plutôt sympa de pouvoir fabriquer un son comme ça, et surtout en animation, souvent on fait des sons qui n'existent pas, ça m'a plu, et via mon BTS, j'ai réussi à faire un stage avec un bruiteur, et là j'ai vraiment découvert ce que c'était. Et je me suis dit que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Et vous ne l'avez jamais regretté? Jamais. Merveilleux. Question en haut? Alors, pour ma part, c'était par rapport notamment les bruits des animaux, en fait, parce que des fois, du coup, c'est pris à la source même, du coup, par des personnes qui prennent le son. Mais j'avais entendu dire qu'il y avait carrément, en fait, il y avait des animaux, en fait, qui étaient directement faits par des doubleurs, en fait, par des comédiens de doublage. Et donc, en fait, comment ça se décide finalement est-ce qu'on prend une banque de sons, est-ce qu'on prend le rôle d'un comédien de doublage ou un bruiteur? Alors, je crois pas qu'il y ait de comédiens qui fassent. Vous faites les voix des lions et tout. Philippe a fait le pingouin. Non, Véronique Miaule. Mais... Non, je crois pas qu'il y ait de comédiens qui fassent ça. Ça arrive que... savoir, sur un documentaire animalier, il n'y a aucun son. C'est comme l'animation, on part de zéro. Il n'y a absolument aucun son qu'on entend qui est vrai. C'est tout du montage son et du bruitage. Et le son, vraiment, le cri des animaux, c'est des sons qui ont été enregistrés par ce qu'on appelle des naturalistes, qui enregistrent des banques de sons de cris d'animaux. Et ça peut m'arriver de faire des petits trucs, mais pour les comédiens, je pense que si c'est dans un dessin animé ou voilà, s'il y a besoin de surjeu ou insister sur quelque chose, oui, il y a des comédiens qui sont plus doués que d'autres. Oui, et puis par exemple, moi j'ai fait des rots. Ça peut arriver. Oui. Vous pouvez rôter sur demande. Dans un dessin animé, il faut rôter synchrone. Comment on fait pour rôter sur demande? Après, on recale, mais voilà, donc il y a des comédiens qui font ça très très bien. Moi, il m'est arrivé de rôter plusieurs fois pour caler les... On peut élargir la question sur la création de voix. Comment, alors déjà, qui dirige la création de voix, vous accompagne? Comment c'est organisé quand un film d'animation est lancé? Et
combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps de préparation où vous êtes en train de faire des tests tous ensemble? Voilà, comme ça, c'est organisé. Non, alors, c'est vrai je ne sais pas si on avait montré un fichier, on verra si on le... Oui. Oui, non, en création de voix, c'est le réalisateur, en fait, où il y a un directeur artistique. Et c'est le réalisateur. Nous, quand on a fait de la création de voix, d'abord, on a lu le dialogue avec le réalisateur. Il fait son casting. Et puis après, sur le plateau, on bouge, on a des indications et il y a un directeur artistique. Hein, et il y avait une caméra qui prenait aussi tout ce qu'on faisait. Oui. Et des ingé-sons qui se baladaient avec nous sur le grand plateau pour suivre tous les mouvements, les respirations. Voilà, ils s'inspirent de votre visage après. Oui, voilà, des expressions du visage pour faire l'animation après. Et puis nous, on bouge avec le texte en main. Hein, on n'a pas besoin l'obligation d'apprendre le texte, mais on est presque dans une répétition de théâtre, mais avec les mouvements. Voilà. Ça fait la chose qui scanne vos visages et tout, ça fait très jeu vidéo. Je sais que vous avez doublé du jeu vidéo, un peu. Oui, mais je ne suis pas joueuse. Et vous savez, pour un comédien, c'est pas le travail idéal, voilà, pour un comédien, parce qu'on enregistre ce qu'on appelle des fichiers. Et des fichiers, c'est-à-dire qu'on enquille des mots, on enquille des trucs, voilà, on est tout seul dans sa petite cabine. Et il n'y a pas de visuel? Alors, ça peut arriver. Ça peut arriver, vous avez mais fait pas du jeu toujours. vidéo aussi? Oui, aussi, ouais. Voilà. Mais je sais que j'ai fait des grands rôles et tout ça, mais je ne sais même pas la teneur du rôle. Non, puis on ne sait pas à qui on répond. Ouais, c'est un peu. Voilà. C'est un peu, on est dans le vide total, et puis on enregistre des fichiers. Alors on se base sur ce qu'on entend en original. Il y a un original. Hein. Souvent, c'est des jeux qui viennent des jeux américains, et donc on les retranscrit en français. Mais on a un top départ, un top de fin. Et on se cale sur alors on a des ondes sonores sur un écran. Hein, on visualise le son en fait. Okay. Voilà, mais c'est pas très excitant parce qu'on enregistre tout seul et des fichiers et des fichiers et des fichiers, et puis au bout d'un moment c'est fichier. Ouais. Et on peut pas dépasser en général, voilà. Et ça dépend. On peut avoir des contraintes comme ne pas en avoir. Ça dépend de la situation du. C'est assez abstrait. Et puis c'est vrai que pour un rôles, comédien, mais... oui, c'est pas. Oui. C'est pas l'idéal, quoi. C'est pas très excitant. Il y a moins d'interprétation. Il n'y a pas d'échange avec d'autres personnages. Vous êtes on est préenregistré, quoi. Voilà. Bruitage de jeux vidéo, vous en faites ou? J'en ai jamais fait, mais c'est assez rare, mais il y en a. Après, le plus souvent, c'est des sound designers de jeux vidéo qui utilisent les techniques de bruitage pour créer les sons. Pour les jeux, mais il y a très peu de bruiteurs qui font du jeu vidéo. D'accord. Ah oui, c'est pas parce que les jeux vidéo ont tendance à, notamment ces dernières années, à avoir des équipes qui se rapprochent de celles de films. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux vidéo qui sont très cinématographiques. Et on commence à voir des profils bruiteurs qui travaillent dessus, comme God of War. Je sais pas si tu as vu, il y a tout une vidéo sur la bruiteuse de ce jeu, et elle travaille vraiment comme on travaille en cinéma. Enfin, c'est plutôt chouette d'ailleurs comme vidéo si vous ne l'avez pas vue. Mais j'aimerais bien un jour. Du coup, c'est-à-dire que design sonore, c'est un autre métier, c'est parce que sound design, oui. Ouais. C'est en fait le sound designer, il est à mi-chemin entre monteur son et bruiteur, je trouve. Donc il travaille sur ordinateur, il a des banques de sons, il peut enregistrer des bruits, et après il les trafique, il les modifie jusqu'à obtenir un son original. Donc, il est vraiment à mi-chemin entre les deux, je trouve. Donc c'est encore à part. Et du coup, on parlait un peu d'évolution technologique dans vos métiers, surtout du côté du doublage avec la péloche, tout ça, comment ça a évolué. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, oui, faut qu'on en parle un tout petit peu. Est-ce que vous sentez déjà que ça impacte votre métier, que ce soit en termes d'enjeux positifs ou négatifs? Est-ce que vous voulez en toucher un mot? Moi, je pense que le métier est en danger. Le métier du son, de l'audiovisuel en général. Hein, voilà. Le doublage en France, c'est une industrie. Ça englobe plein de métiers, que ce soit
les adaptateurs qui adaptent, les détecteurs d'abord qui voient les ouvertures et les fermetures de bouche. Après, il y a les adaptateurs qui adaptent le texte original à notre version pour une version française, avec notre culture française. Après, il y a les monteurs qui sont aussi qui disparaissent petit à petit. Il y a aussi les mixeurs, et les comédiens, bien évidemment. Là, ils sont en danger parce que on parle beaucoup de les remplacer pour faire en toutes les langues. On me voit parler en arabe, en allemand, en japonais, voilà. Maintenant, nous, on a fait des expériences. Je te laisserai la parole, bien sûr, mais par rapport aux Simpsons, on a commencé à parler avec nos voix normales, et après partir directement dans les voix d'Homer et Marge. Ouais. En fait, l'IA n'est pas encore au point. Pour faire non, tout ça, non, pas encore. Parce que l'IA utilise une base de données humaine. C'est-à-dire qu'ils sont censés utiliser votre voix, oui. Votre propriété intellectuelle d'ailleurs, votre voix pour pouvoir s'alimenter. L'IA n'est pas inventive. Non. Voilà, elle fait que ramasser, que rassembler des bribes et des bribes, et l'algorithme, vraiment des choses énormes. C'est vrai que, mais il n'est pas inventif. Il est incapable. L'IA est incapable d'improviser, incapable de trouver un petit jeu de mots comme on en a des fois sur les Simpsons. Il y a des trucs qui nous viennent. Voilà. Le haut punaise de Philippe, c'est pas ni l'adaptation en fait, ni c'est Philippe sur le plateau qui un jour a inventé, a créé ça. Et ça fait partie... et en anglais, c'était « Oh my God ». Oui, souvent, c'est ça. Ouais. Et c'était... Bon, voilà, c'était pas très drôle. Ça, l'IA ne pourra jamais trouver, ça. L'IA ne pourra jamais trouver. Et puis culturellement, c'était parfait, culturellement, on ne dit pas, nous, dans la francophonie, on ne dit pas « Oh mon Dieu » comme les anglo-saxons à toutes les phrases, quoi. « Oh my God », on l'entend tout le temps. Et puis là, on a trouvé ça. Puis je ne pouvais pas garder ça pour Homer Simpson, parce que Homer Simpson... l'idée de Dieu, lui, il regarde plutôt son ventre que vers le ciel, quoi. Donc voilà, donc on pouvait pas, c'était pas crédible, et donc on a trouvé ce petit truc où Pinès, en plus ça tombait bien parce que le P, il tombe, le P, la labiale, ce qu'on appelle labiale, il tombe sur le M, le My God. Okay. Ou Pinès, oh my God. Hein, voilà. Mais puis en plus c'était désuet cette expression, voilà, et puis c'était rigolo. Voilà. Donc avec l'IA, on va perdre le côté humain, du coup. Oui, ça sera des voix de robots, quoi. Ouais. Donc, ça sera une traduction, qu'une plate traduction. Voilà. Alors, si les gens veulent, si le public veut quelque chose de formaté, ils pourront servir. Maintenant, je pense que pour certains rôles, on aura encore besoin d'une âme humaine pour faire vivre ces personnages. Et je dirais, moi, je vais jusqu'au silence. Le silence. C'est pas du néant, le silence vit, enfin dans un rôle, quoi. On est toujours en attente de quelque chose d'autre, un trou, un vide, voilà, quoi. Mais c'est vrai que pour des raisons économiques, c'est vrai qu'on pourra avec l'IA, on peut doubler dans tous les patois, dans toutes les langues du monde, hein. Alors que si on prend des personnes, des comédiens pour faire ça coûtera de l'argent, ça sera peu rentable peut-être dans certaines langues. Voilà, mais l'IA permettra ça. Maintenant, on aura des choses formatées, quoi. Et alors on se bagarre, hein. On se bagarre pour ça, et puis surtout, c'est que nous, on veut pas que nos enfants nos petits-enfants soient habitués à ces voix de robots, quoi. C'est-à-dire que c'est facile pour des programmes jeunes publics d'essayer de coller des voix de robots. Est-ce qu'ils vont faire la différence au bout d'un moment? Et puis on peut mélanger des voix humaines. Donc c'est assez pernicieux en fait, hein. Et alors c'est vrai qu'il y a nous on est inquiets parce que le doublage ça représente 15 000 personnes qui travaillent. Il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de studios, et la VF en France, ça représente dans les sorties salles, c'est 80-85%. Les gens, ils vont voir des VF, hein. Bon, sinon en VOST, c'est très très parisien, ça, c'est très dans les grandes villes. Mais sinon, la plupart, les gens sont habitués à des bonnes VF. Et puis c'est vrai qu'on sait faire. On a un savoir-faire depuis pas mal d'années, donc
voilà, essayons, nous, on se bat pour garder ça, quoi, vraiment. Oui, vous avez fait D'ailleurs, il y a une circuler. pétition Oui. qui s'appelle On a Touche volé pas ma ma VF. VS. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF, oui, pardon. Voilà. Je me suis Et, rendu compte, toute anecdote tout à fait un peu hors contexte, mais je me suis rendu compte que jusqu'à il y a 2 ans, je n'avais jamais entendu la voix de Danny DeVito, parce que j'ai vu Mathilda en VO là il y a 2 ans, et je me rends compte qu'en fait j'ai toujours entendu vous. Ouais, oui, oui. Mais voilà. Comme 30-50 Simpsons, c'est pareil. Hein. En vrai, c'est peut-être la seule série animée que je regarde en VF parce que c'est vraiment agréable. Enfin, bon, pardon, ça, je fais ma fan. J'imagine que vous avez les mêmes enjeux au niveau du bruitage. Oui, alors après, je pense qu'on est moins impacté immédiatement que le doublage, mais c'est probable qu'on y vienne aussi. Mais pour les mêmes raisons, faire du bruitage en IA, il n'y a pas de spontanéité, il n'y a pas d'invention. Le bruitage, ça repose sur de l'inventivité. On est tout le temps en recherche de création de nouveaux sons. L'IA, elle va juste copier-coller, donc je ne vois pas comment elle peut apporter ce côté créatif. Maintenant, oui, est-ce que l'oreille du spectateur fera la différence? Ça, c'est pas évident. C'est pas évident, non. Oui, on a regardé un peu les logiciels qui existent sur Internet pour reproduire des applaudissements et on se rend bien compte qu'il y a Après, l'IA, à l'heure actuelle, elle est quand même plutôt bien utilisée pour aider. Oui. Par exemple, pour recréer des acoustiques, l'IA est hyper bonne là-dessus. Donc, ça nous aide. C'est vraiment des outils qui nous aident à aller plus vite ou à aller plus loin dans notre son. Mais à nous remplacer, pour l'instant, moi, ça me fait pas peur. C'est un outil, mais c'est pas censé vous remplacer. Ouais. Et puis, alors, personnellement, moi, je vois pas l'intérêt d'aller voir des films si c'est tout fait par IA. Une question quelque part là-haut. Pour l'IA, du coup, il y a effectivement le hashtag Touche pas ma VF qui avait tourné. Vous plaidez plutôt pour un usage encadré ou plutôt pour une interdiction de l'IA dans le milieu du doublage? Pour le moment, c'est plutôt une interdiction. Après, on pourra cas par cas, peut-être un peu bouger. Mais c'est vrai que pour le moment, on dit niet, quoi, parce qu'on veut se protéger. Il faut, c'est toujours pareil, la technique, elle est toujours en avance et le juridique, il arrive toujours un peu en retard, quoi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est déjà se protéger. On veut et puis notre voix, la voix, c'est quelque chose qui nous appartient. Donc, il y a le RGPD, les données personnelles. Les données personnelles. L'Europe a commencé déjà à légiférer, c'est pas encore en application. Et puis, nous, on veut que dans nos contrats, que l'IA, qu'on veut être protégé. Et il y a eu, et puis c'est vrai que si on est amené à disparaître, moi, je veux donner mon consentement si jamais, voilà, mais qu'on me demande mon avis, mais qu'on me pique pas ma voix, quoi. Et là, moi, j'ai engagé une procédure juridique, justement par rapport à une application qui propose payante, hein, naturellement. Donc, c'est des gens qui font du commerce avec ma création, sans me demander mon consentement. Et puis, l'application dit, vous pouvez parler avec la voix d'Homer Simpson, etc., etc. Et donc là, on a initié, avec le syndicat français des artistes, avec l'association Les Voix, on a initié une action en justice. On espère qu'elle va arriver au bout. Maintenant, l'application, elle est basée à Hong Kong. C'est pas la législation européenne. Il y a un bureau à Londres. On va essayer de faire bouger les choses. Voilà, on est en cours. Il y a d'autres aussi initiatives sur un plan juridique. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Il faut que ce soit personnel. Et ça coûte de l'argent aussi. Donc voilà. Donc oui, puis ça prend du temps. Tout ça prend du temps. C'est très lent. Légiférer, c'est très lent. C'est vrai que tout ça pourrait être mutualisé plutôt que ce soit chaque individu qui attaque. Voilà. Voilà, on avance à petits pas, mais est-ce qu'on ne sera pas rattrapé par la grosse machine? Là, on ne sait pas. Il faut toujours être sur le qui-vive, en tout cas. J'ai vu que suite au sommet de l'IA, le ministère de la Culture pose des réflexions sur la base de... Effectivement, des réflexions. Voilà, c'est toujours ça, ces réflexions administrativement, c'est toujours un peu long. Du principe, du consentement que vous évoquiez, que de principe, on protège vos voix, tout comme on protège la production musicale, cinématographique.
graphiques, Absolument. enfin tout ce qui est de l'ordre de la protection. Les musiciens, ils sont très impactés intellectuelle. aussi par l'intelligence artificielle. Oui. Ouais. Ah bah du coup, ça touche tous les Ouais, domaines. On a une question devant. Et après, on me fait signe que l'heure tourne. Et on pourra faire les démos. Et du coup, ouais. Oui, ça ne concerne pas l'IA, mais juste avant, Véronique, vous avez parlé des différents métiers que l'on trouve dans l'industrie du doublage et vous avez évoqué le métier de détecteur. Qui, Moi aussi, ça m'a oui, intrigué. Enfin, je réalise bien, enfin, j'ai bien conscience que l'ouverture de la bouche doit cadrer sur les mots qui sont prononcés, mais c'est quoi exactement ce métier quelle formation d'ailleurs à cette personne? Quels sont leurs réseaux? Comment... C'est pareil, je ne suis pas sûre qu'il y ait une école de détection. Si, peut-être. Si, il doit y avoir des écoles. Il y a des... Si. Non, la détection, c'est détecter en fait toutes les ouvertures, fermetures de bouche, le rythme en fait, le rythme du dialogue. Avec tout ça, alors c'est des signes. Les détecteurs, ils ont des signes un petit peu comme en dactylo. Oui. Anciennement dactylo, il y la avait sténo. la sténo, pardon. Voilà, pardon. Ils ont des signes à eux et qui leur appartiennent et ils savent. Alors par exemple pour des respirations aussi, ils mettent des flèches vers le haut, des flèches vers le bas. Pour une Il y a expi. voilà, et puis voilà, ils mettent des ouvertures de bouche, etc. Donc ça c'est un vrai métier. Alors c'est vrai que l'IA aussi à l'adaptateur, aux adaptateurs, et pas à vous. Vous interagissez pas avec. On est un des derniers maillons de la chaîne, je dirais. Oui. Il y a la détection d'abord, et il y a la traduction, il y a la détection et il y a l'adaptation. Et après, on pose les voix. Voilà. Et après, il y a le montage, le mixage. Et après, il y a le montage et le mixage et prêt à diffuser. Voilà. Vous avez un fan sur le chat et qui dit que on aime nos VF sérieusement, effectivement, et le savoir-faire est vraiment présent. Et Philippe et Véronique ont donné une âme francophone aux Simpsons en VF. Voilà. Et même certains animés qui en VO japonaise sont pas terribles, ben la VF apporte une autre âme et rend l'animé plus agréable. Il y a débat sur ce dernier point. Il y a un débat particulier. Peut-être très personnel, mais il y a un débat sur ce dernier point. Une dernière question et puis et après on fait une petite démo, on s'amuse un peu. Non? Si, une dernière question. Est-ce que quand vous doublez, vous connaissez les voix originales? Et si c'est le cas, est-ce que vous vous en inspirez ou au contraire, est-ce que vous essayez de mettre un peu votre patte à vous sur les personnages que vous doublez? Alors, vous allez voir... les deux. Voilà, les deux. Ouais. Oui, c'est ça. Parce que, bien sûr qu'on s'inspire de la version originale, obligatoirement. Maintenant, si on nous choisit sur un rôle, c'est aussi, bien sûr, peut-être aussi la voix, mais c'est une question de caractère, de tempérament. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte, je pense, quand on nous fait passer des castings et qu'on enregistre. Et après, on s'adapte à ce qui se passe à l'écran avec toutes les contraintes que ça oblige, parce que ce n'est pas... moi, si j'avais tourné, j'aurais peut-être pas respiré de la même façon, mais je dois faire comme la comédienne à l'écran. J'aurais peut-être pas rythmé ma phrase comme ça, mais on doit faire... voilà. Tout ça, c'est des contraintes, mais avec l'expérience et en fonction de l'écriture sur la bande, sur la bande rythmo, vous verrez tout à l'heure, on donne corps et tout ça et âme à nos personnages. Mais c'est vrai que c'est une traduction, hein, le doublage. Hein, c'est comme une traduction. Il s'agit de trahir le moins possible et d'être le plus fidèle à la version originale. Mais on y met aussi notre part, notre culture à nous, notre culture française, francophone. Et c'est vrai que la culture anglo-saxonne, elle est différente. La culture coréenne, elle est différente. Quand on double du coréen en français, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas du tout les mêmes intonations, la même musique. C'est souvent guttural. On sait pas. Il y a des scènes d'amour en coréen. Je peux vous dire, si on fait la même chose en français, ça sera horrible. Ça sera effrayant. Donc on est obligé de retranscrire et puis de nous l'adapter dans notre culture, mais sans trahir l'original. Voilà le minimum de. Non, on reste toujours fidèle à l'œuvre originale. Ça, c'est super important pour nous.
vos exemples me font penser que c'est devenu une tendance sur TikTok de doubler. Il y a carrément un hashtag où on peut s'amuser à reprendre ce que des professionnels ont, des TikTok, des influenceurs qui veulent promouvoir un peu, expliquer leur métier. Et c'est devenu une mode. Et donc, effectivement, l'animé est quand même très particulier. C'est un monde à part. On va se lancer dans les petites démos. Je ne sais pas lesquelles veulent commencer. Nous, on veut bien. Allez, je vais lancer. Alors, tu expliques. Ah non, alors attendez, il faut que je vous montre quelque chose. Voilà. Ça, c'est du passé déjà. Ça n'existe plus. Encore un petit peu rare, c'est rare. Ça existe encore un peu. Alors, c'est une bande rythmo. La bande rythmo, c'est nous, le doublage français. La bande rythmo a été inventée en 1949. C'est une invention française qui a révolutionné en fait la technique du doublage. Parce qu'avant que cette bande rythmo n'existe, les comédiens, ils travaillaient, ils avaient un bip de départ et un bip de fin. Et donc, ils travaillaient avec un casque. Et puis après, il y avait beaucoup de travail de montage. Donc, ils étaient un petit peu perdus, quoi, comme ça. Donc, ils répétaient beaucoup et puis ça prenait du temps de faire un doublage sans la bande rythmo. Et la bande rythmo a permis de poser le texte. Et quand la bande rythmo défile sur cette barre verticale qui est sur la gauche, qui sera sur la gauche là vous êtes synchrone avec l'image. Voilà. Et ça, la bande rythmo, c'est vraiment une révolution. Il y a d'autres pays européens qui l'ont adopté. Vous allez voir, il y a des barres verticales. La plus intéressante et la plus importante, c'est celle qui sera la barre de synchro. La barre de synchro à votre gauche, car nous lisons de droite à gauche. Le texte défile de droite à gauche. Là, il y a des petites barres verticales. Mais est-ce que tu arrives, petit texte? Bon, allez. Et donc, il y a des perforations parce que c'était calé avec la pellicule. Voilà. Et les petites barres verticales, c'est des changements de plan. Vous verrez, les personnages ne sont plus à l'écran, ou on va sur un paysage. Ou, voilà. C'est les petites barres verticales à l'intérieur de la boucle dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est très important. Voilà. C'est vivant. Voilà, on commençait comme ça. Et c'était Ichi. Vous vous souvenez d'Ichi et Scratchy. Bah, voilà. Ça, c'était encore à 21. Voilà. Et tout le texte a été écrit par ce qu'on appelait des calligraphes, métier qui a disparu maintenant depuis le numérique, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie du passé et pendant des décennies, on travaillait avec ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu vous proposer ce soir, saison 21, d'ailleurs, c'est peut-être celui-là. Ah oui. Peut-être pas l'épisode, mais c'est la même saison. Une bande rythmo écrite à la main aussi, pour vous prouver qu'à l'époque, voilà, c'était encore ça. Maintenant, c'est beaucoup mieux écrit. Il y a des logiciels qui imitent la calligraphie humaine. Donc, c'est beaucoup plus confortable pour nous de lire, parce que souvent, les calligraphes elles avaient des fois des écritures très serrées, des fois des écritures... il y avait des pâtés comme ça, on n'arrivait pas à déchiffrer. Nous, on s'arrachait les yeux à essayer de déchiffrer ce que la calligraphe avait écrit, parce que naturellement, elle était dans l'urgence. Souvent, elle travaillait de nuit pour pouvoir livrer les bandes rythmo le matin pour l'enregistrement. Donc ça, c'est des métiers... C'était souvent des femmes qui travaillaient chez elles. Et elles écrivaient souvent la nuit, elles écrivaient pour pouvoir livrer la bande rythmo le lendemain pour l'enregistrement. Mais ces métiers-là ont disparu avec le numérique. Naturellement, l'ordinateur, le numérique a remplacé ces métiers, ces petits métiers qui ont disparu. Et puis, donc, là, c'est saison 21 des Simpsons, ça nous ramène en arrière. Alors, on peut vous resituer un peu le contexte. C'est... oui, on va regarder après. Attends. Ouais, un petit moment. On vous explique, on va renvoyer. Oui, là, Homer a eu une promotion. Il est l'assistant de Carl ils vont à un congrès sur le nucléaire à Paris. C'est un épisode où il y a Sarkozy et puis il y a Carla Bruni. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, c'est assez rigolo. Et Homer est fatigué, hyper fatigué. Et naturellement, il rentre les week-ends à Springfield et il délaisse un petit peu sa bibiche, Marge Simpson. Et Marge Simpson va essayer de réveiller la libido d'Homer
elle a trouvé des stratagèmes pour essayer d'avoir une scène un petit peu coquine. Voilà la barre barre de synchro qui, pour nous, est très importante puisque tu as eu, voilà, normalement, voilà. Quand les mots passent sur cette barre, on doit les dire pour être synchrone. Donc, je vous parlais plus tard, vous verrez, ça vous amusera, de voir ces petites bandes verticales pour les changements de plan. À un moment donné, j'embrasse Homer, enfin Marge embrasse Homer. Donc, je ne vais pas sauter sur Philippe et l'embrasser. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Je vais prendre ma petite main et je vais faire... Voilà. Et les petits bisous, c'est un petit rond avec une petite croix. Une croix, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le texte peut être souligné. Ça veut dire que notre personnage est off, c'est-à-dire qu'il n'est pas à l'écran. Donc nous, en tant que comédien, on peut plus respirer et être plus à l'aise quant à la diction et puis surtout ce que disent nos personnages. Et puis, je voulais vous dire, quand c'est souligné en pointillé, notre personnage n'est pas forcément à l'image, mais 2-3 quarts, donc ça peut être dangereux. Il faut quand même mettre, on faire voit attention. pas la bouche, en général. Faut être synchrone quand même. Voilà. Il y a 3 boucles dont je vous parlais au début. Donc c'est toujours ces boucles de ces 3 séquences à peu près de 1 minute chacune. Voilà. Donc on va vous passer la version américaine. Et puis après, ce sera à nous de faire la version française. Alors, donc, on va juste poser les voix. Hein, donc, il n'y a pas les sons, il n'y a pas les musiques, il n'y a pas les bruitages. Hein, on va juste poser les voix. Peut-être que Claire va faire un bruitage en direct. Et voilà. Donc, et puis après, il y aura le travail du mixage, etc. Donc, c'est un autre travail. Mais nous, on intervient juste là pour poser nos voix. Voilà. Donc, on va écouter la version. On va écouter la version originale américaine. Hein, et puis nous, on enchaînera sur la version française. On écoute la version originale. Honey, I know it's been a rough couple of weeks, but I booked us a night this Saturday at a very romantic hotel. Garden View? Ocean View. Obstructed. Oh! All right, I put in a 100-hour work week, but I took a power nap while I was driving us here, and now I'm raring to go. Well, I brought a few items to make our night extra special. Massage oil, some lingerie from the horny hubby, and snuggled ice. This one has an action, and this one has a body part, see? Nuzzle, neck, with pleasure. Let me try. Lick eyes. I'll try again. Spank hair. What the? Whisper into ass. Oh, this game sucks. Why don't you just roll me? We're gonna be a star in the morning. Damn it. Why won't you touch me? Okay, kiss me, baby. Kiss me like a frog in a fairy tale. Oh, baby, oh, baby. Great news, Homer. I've been invited to the annual Nuclear Power Expo in Paris, France. That's right. We're going to Fission Week. I need you to book me a room at the Ritz with a view of Jim Morrison's grave and book me dinner at that place. You know the one Lenny's mom read about 2 years ago. I'll make it up to you, Marge, I swear. Last night was the making it up to me. The most intimate moment we shared this week was my ironing your shirts. Actually, those were Carl's shirts. Oh, I can't believe you're going to spend another weekend with him. Hey, it's not like I want to go. Go, go, go! No! Deadly. Ah, le bruitage, là. Version française. Homer? Bibiche, je sais que tu as eu des semaines difficiles, mais j'ai réservé une nuit pour ce samedi dans un hôtel très romantique. Vue sur jardin? Vue sur l'océan obstrué. Oh!
Bon, alors, j'ai fait 100 heures de boulot cette semaine, mais j'ai piqué un petit roupillon au volant. Et maintenant, il me tarde d'en profiter. Eh ben moi j'ai apporté quelques petites choses pour avoir une nuit extra spéciale. De l'huile de massage, de la lingerie, de tout pour le chaud lapin et l'aider du câlin. Celui-ci désigne l'action et celui-là une partie du corps, tu vois. Se blottir cou. Oh, avec plaisir. Je vais essayer. Lécher yeux. Je réessaie. Fesser cheveux. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais... Souffle les dents. Cul. Oh, mais c'est nul ce jeu. Non, tu devrais me faire rouler, moi. On va être plein de courbatures demain. Bon sang, mais quand vas-tu me toucher? Oh. D'accord, embrasse-moi ma bibiche, embrasse-moi comme un crapaud dans un conte de fées. Oh. Tu les sens, les gros crapauds, là? Hein, qu'est-ce que c'est? Ah! Wouhou! Après, je m'occuperai de toi, Marche, je te le jure. C'était hier soir qu'il fallait t'occuper de moi. Le moment le plus intime qu'on ait connu cette semaine, c'est quand j'ai repassé tes chemises. En fait, c'était les chemises de Karl. Oh, j'arrive pas à croire que tu vas encore passer un week-end avec lui. Eh, c'est pas par plaisir que je veux y aller. Allez, allez, allez! Non! Go, 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 go. Voilà. Voilà. Bravo. J'ai remarqué juste sur une des... Alors, je ne sais plus comment vous appelez la bande. C'était écrit extra et ensuite au super. On a le choix. Vous avez le choix, c'est vous qui décidez. Il peut y avoir 2 versions par moment. Ok. Voilà, si l'adaptateur il n'a pas décidé. C'est vous qui décidez. Voilà. Et puis c'est vrai quand on n'est pas à l'image, on a davantage de liberté. Voilà, on peut inventer des choses. Voilà. Ce que l'IA ne pourra pas faire. Voilà. Juste pour mon collègue, je vais lancer la deuxième vidéo. C'est lui qui gère le son. Voilà. Sans le son pour la première partie. C'est un extrait d'un court-métrage qui s'appelle Johnny Express. On m'entend bien? Oui. Du coup, là, on le regarde sans le son. Et moi, c'est comme ça que je les reçois chez moi. Et c'est à moi d'imaginer ce qu'on est censé entendre et de définir un petit peu les sons que je vais faire. Là, par exemple, je vois qu'il a une combi d'astronaute. J'ai bien envie de la faire grincer. Par exemple, je vais vous montrer après ce que ça peut donner. On voit qu'il y a une canette avec une paille, on voit qu'il y a des pinces, il y a des cartons. Enfin, je décortique l'image, tous les sons qu'on est censé entendre. Après quoi, chez moi, je vais préparer mon petit matériel, mes petites valises, et je vais aller en studio avec mes valises et je vais faire les sons un à un peu dans l'ordre dans lequel je les vois, jusqu'à refaire tout le son de la séquence. Et après, j'enchaîne sur une autre séquence. Sachant que là-dessus, en plus, il y aura du montage son et du son design. Par exemple, le son de la fusée, les portes, tout ça, c'est plutôt du montage son. Il y a des choses, je sais que c'est pas mon boulot. Moi, je me contente vraiment des sons qui sont autour du personnage plutôt. Voilà. Donc, vous avez vu l'image, sans le son. Donc, je vous parlais de la combinaison du personnage. Ça, les bruits des vêtements, c'est ce qu'on appelle des présences. C'est des sons qu'on fait à chaque fois, même en vue réelle. On fait vraiment... Je vais peut-être prendre mon... Ça m'évitera de me casser le dos. Du coup, les bruits de vêtements, quand vous marchez dans la rue, tous, vous faites des bruits avec vos vêtements. On n'y prête pas attention. Mais c'est un son qu'on fait à chaque fois systématiquement pour donner du corps au personnage. Si on voit quelqu'un, même un acteur, voilà, qui marche et qu'on n'entend pas ses vêtements, ça va faire bizarre. Enfin, il va être un peu transparent, je sais pas comment dire. Enfin bref, ça lui apporte vraiment du corps. Donc je vais commencer par ça.
Je vais mettre un peu de corps sur ce personnage. Du coup, là, je vais utiliser un joli gant en caoutchouc bleu qui grince. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien. Et l'idée, c'est de suivre les mouvements du personnage en même temps de mon côté que du sien. Alors, normalement, on a des petites aides en studio de bruitage. On a, je ne sais pas si tu peux remettre la première photo, juste. Vous voyez, il y a l'écran de cinéma. On a aussi une bande rythmo, mais où on n'a pas les écritures. Nous, on a des chiffres, ce qui nous permet de prendre des repères dans l'image. Par exemple, à 241, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Et quand ça arrive devant la barre de synchro, eh ben, on fait toc-toc. C'est vraiment le même principe que pour le doublage, mais avec des numéros. Et surtout, on a tout en haut à gauche, vous voyez une petite image qu'on appelle une pré-image ou une vignette. C'est la même image que le film, mais avec 1 seconde d'avance. Ce qui me permet d'anticiper tout ce qui va se passer à l'image. Je vais voir un personnage commencer à marcher dans la petite image, et je sais qu'1 seconde après, c'est à moi de le faire pour être synchrone. On est comme les comédiens, il faut qu'on soit synchrone à l'image. On a des métiers assez similaires finalement, mais on a cette petite aide là en plus. Là, je vais pas la voir, donc ça sera moins bien calé que normalement. Vous me pardonnerez ça, mais bon, voilà. Je vais essayer de suivre déjà les mouvements du personnage, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et puis après, je ferai un autre son, et puis un autre son si on a le temps, et on écoutera le rendu final à la fin. Voilà. Donc je fais les présences. Est-ce que tu peux me tenir mon micro, s'il te plaît? Sur la fin, je ne l'ai pas fait parce qu'il est très long. On n'est pas censé. Donc ça, c'est juste la présence. Une fois que j'ai fait ça, je vais normalement faire dans l'ordre. Je vais faire un autre objet. Donc il y aurait les pinces à faire. Sinon, je vais plutôt faire la canette et quand il boit. On peut couper. J'ai fait le son de la canette. Alors normalement sur ordinateur on enregistre comme ça chaque son comme un millefeuille quoi. Un son après l'autre. Et on va se faire un autre son. Je vais vous faire les pinces. Tiens. Alors pour les pinces, vu que c'est en métal, j'ai pris des gros trucs en métal. Alors c'est quoi ça? Oui. C'est une grosse serrure. Ah d'accord. Et alors ça, c'est un truc de Velux. Enfin, je sais pas. Un gros truc en métal, quoi. Voilà, un gros truc en métal que voilà, j'actionne l'un contre l'autre et ça fait un gros truc en métal. Bah oui, la remise, qui est mieux calé que ce que je viens de faire. Donc voilà, on a fait quelques sons. En plus, il faudrait que je fasse les bruits des pas.
La paille, quand elle va dans son costume, on peut aussi faire quelque chose. Enfin, il y a plein de petits sons qu'on va superposer les uns aux autres pour sonoriser tout ça. En plus de quoi, il y aura sûrement une petite ambiance, il y aura les bruits des portes, enfin, il y aura tout un travail de montage son. Et là, on va écouter... Alors, c'est pas moi qui l'ai bruité, je l'ai fait faire par des collégiens il y a quelques années, mais c'est quand même du bruitage. Tout ce que vous entendez, c'est uniquement du bruitage tel que je viens de le faire. Voilà, comme ça, vous avez une idée de ce que ça peut rendre. Voilà. Voilà. Bravo. Voilà. Sinon, après, si vous voulez passer voir mes 2-3 objets, je vous les présenterai avec plaisir. Oui. Bon, j'ai ramené des classiques, hein, les fameuses noix de coco pour faire les chevaux. Tout. En animation, on a beaucoup de ce que je disais, des clochettes, la fameuse Sophie. Des bouillottes, on fait beaucoup en crissement. Et puis on a des choses que tout le monde peut faire à la maison. Une jolie petite bouteille. Et avec ça, on fait des grincements. On l'utilise souvent pour faire ou des portes ou des arbres. Une forêt un peu inquiétante. Voilà, sans les gros cracks. Mais bon, voilà. Vous pouvez le faire chez vous ce soir si vous voulez. Et quand on parlait des détournements, pourquoi on n'utilise pas les objets qui correspondent, par exemple, si j'ai des feuillages à faire, ou des arbustes, ou des buissons, on ne va pas ramener les plantes à l'intérieur. On utilise une autre chose d'une époque lointaine, c'est de la bande aussi magnétique, qu'on fait en gros paquets. Alors moi, je rajoute des fausses fleurs aussi, qui sont un petit peu en tissu. Et ces trucs-là, mélangés, ça reproduit pas mal le son. Bon, alors c'est mélangé à plein d'autres trucs, là. Mais ça permet de tricher le bruit des feuilles des arbres ou des buissons. Des trucs comme ça. On trouve des astuces. Voilà. Et du coup, vous verrez, il y a vraiment tout et n'importe quoi comme objet. Et avec, on fait tout et n'importe quoi comme son. Voilà. Et je reviens. Est-ce que tu as eu des sons que tu n'as pas su tout de suite recréer ? Comment ça se passe ? Il peut y avoir un gros point d'interrogation un jour sur un... Oui, ouais, ça arrive des fois qu'on bloque un peu. Il y a des sons qui sont compliqués à recréer quand c'est des sons qui sont très typiques, où on ne peut pas s'amuser à faire un son qu'on a envie d'inventer. Enfin, faut vraiment recréer le son tel qu'il existe dans la vraie vie, sauf que on n'a pas l'objet qu'il faut. Là, ça va être un peu plus compliqué. Et puis des fois, on a surtout en animation, on a des choses, genre un épisode, j'avais des lucioles. Il y a plein de lucioles qui volent, et le réalisateur voulait qu'il y ait un son sur ces lucioles. Et les lucioles, ça ne fait pas de bruit. Et non. Et du coup, il a bien fallu que je trouve quelque chose. Et finalement, j'ai trouvé des toutes petites clochettes. Et ça faisait un son un petit peu magique, et ça marchait bien sur les petites lumières comme ça. Bon, faut avoir un peu d'imagination. Et puis, on trouve toujours quelque chose à faire. On va s'arrêter là. Très bien. Merci à vous d'être venus ce soir pour discuter avec nous. Merci à vous. Merci. Merci à vous d'être venus assister.